Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. On vous propose 2 voyages cette semaine pour la chronique Droit et Société. Tout d'abord en Italie, où la scène politique se réveille avec une victoire aux législatives de Giorgia Meloni, qui sera aux commandes d'une coalition qui va réunir de la droite et de l'extrême droite. Et on va aussi faire un crochet dans le golfe du Saint-Laurent qui se relève du passage de Fiona. Pour nous accompagner dans ce voyage, avocat, docteur en droit, politicologue et chroniqueur Frédéric Bérard. Salut! Salut! Qu'est-ce que ça annonce, cette montée de l'extrême droite en Italie? Ben, ça annonce, évidemment, j'espère qu'on va tous être d'accord là-dessus, là, ça annonce rien de bon. Ceci dit, c'est pas très surprenant, hein, Frédéric. Il y a un mouvement occidental qui est en train de se créer depuis à peu près l'avènement des médias sociaux, depuis très particulièrement, on le sait, hein, l'arrivée de Trump au pouvoir, ces 4 années qui ont été dévastatrice pour l'État de droit, pour la démocratie, pour les institutions. Est-ce que maintenant l'extrême droite va s'arrêter en si bon chemin? J'ai très sérieusement des doutes. Je pense que les graines sont bien plantées un peu partout. On a vu aussi ce qui s'est passé en France. On sait que Le Pen n'est pas passé si loin de Macron au final. Hein. Zemmour a réussi d'ailleurs à la dédiaboliser. Donc, en d'autres termes, on peut dire que à travers l'Occident, de manière très générale, il y a un mouvement de fond qui est puissant. Il y a un discours anti-immigrant qui existe. On l'a ici au Québec, si on ne se compte pas d'histoire. Et franchement, moi, ça m'inquiète très fortement pour l'État de droit, bien sûr, mais aussi pour la démocratie, parce qu'on sait qu'une démocratie qui n'est pas fondée sur un État de droit sérieux n'est pas une réelle démocratie. Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter spécialement pour des pays qui ont déjà connu des dirigeants de droite ou même des dictateurs, comme c'était le cas en Italie? Ben, c'est ça qui est peut-être le plus triste au final, c'est qu'on peut penser que c'est cyclique en quelque sorte. Hein? Il y a de ces gens-là, notamment Meloni, qui se réclament un peu de l'héritage de Mussolini, par exemple, si on parle seulement de l'Italie. Et on peut penser aussi, à très juste titre, que nos ancêtres, et on n'a pas besoin de remonter si loin que ça, on parle de 2 générations, 3 générations peut-être, se sont battus très fortement pour le paradigme des libertés publiques, pour s'assurer qu'on ait certains droits fondamentaux, pour s'assurer que la démocratie soit basée sur un socle solide. Or, on voit que cet héritage est en train, passe-moi l'expression, de foutre le camp graduellement. Et moi, je me répète, mais je trouve ça absolument inquiétant parce qu'il y a une normalisation de ce discours-là, Frédéric. Quand on pense, par exemple, qu'Éric Zemmour faisait la promotion de la déportation de 5 millions de Français et que des gens d'ici, dont Mathieu Bock-Côté, pour pas le nommer, ils disaient non, c'est pas de l'extrême droite. L'extrême droite serait un concept fantomatique, selon Bock-Côté. Je suis désolé, l'extrême droite n'est pas un concept fantomatique. La déportation, c'est de l'extrême droite. Et de banaliser ce discours en disant, voyons donc, c'est pas si grave que ça, ben ça s'est déjà passé ailleurs dans l'histoire, puis en temps normal, ça a plutôt très mal fini. Mais donc, on le mentionnait, il y a une vague de droite qui déferle sur l'Europe, la Suède, la Hongrie, la Pologne, l'Espagne. La France est passée tout près. Je me demande, Frédéric Bérard, quels sont les pays qui sont encore là pour résister, pour peut-être donner une autre image, pour stopper cette vague de droite? Ben, je pense que Macron avait une certaine chance à l'époque, hein, quand il a été élu la première fois. Soyons honnêtes, il a failli à la tâche, au moins partiellement. On avait Merkel en Allemagne qui était un peu je dirais le symbole de la résistance face à cette extrême droite. Elle n'y est plus. Il n'y a pas personne actuellement, puis ta question est absolument pertinente, parce qu'il n'y a pas personne actuellement pour prendre le bâton de pèlerin, dire ça suffit ces discours-là. Évidemment qu'il y en a qui essaient ici et là, mais pas avec suffisamment de panache, suffisamment de charisme. Et là, tu l'as bien expliqué, quand on parle par exemple de la Hongrie, quand on parle de la Pologne, l'Italie maintenant, la Suède, qui a toujours été un pays social-démocrate, qui vire très clairement à l'extrême droite ou en bonne partie à l'extrême droite, bien clairement que ça crée une espèce d'effet d'entraînement pour les autres régimes. On regarde ce qui se passe et crois-moi aussi qu'en 2024, si c'est Donald Trump ou encore DeSantis qui prennent la barre aux États-Unis, franchement, là, on pourra penser que le mouvement est parfaitement occidental et non seulement européen. Là, on mentionne les noms depuis le début de la chronique de Donald Trump, Bolsonaro parfois au Brésil, Éric Zemmour. Mm-hmm. Certains diront qu'ils ont peut-être la gueule de l'emploi qui va avec, mais côté image, le fait que ce soit une femme qui soit à la tête de cette coalition en Italie, une politicienne qui passe bien à la télévision, beau sourire, les photos, je me demande est-ce que cette image peut peut-être favoriser cette montée? Absolument, parce que quand je parlais de personnages charismatiques, on sait que la
la très, très grande majorité, pour pas dire la totalité, en fait, des leaders d'extrême droite de l'histoire, que l'histoire a connue, étaient des personnages très charismatiques, parce que tu ne peux pas réussir ce tour de force si tu ne passes pas, là, entre guillemets, et surtout aujourd'hui, évidemment, avec la télévision, avec les médias sociaux, le jeu des photos. Donc oui, très clairement, plus l'image a l'air, disons, soft, douce, conciliante, plus les risques de victoire sont importants. On a vu, par exemple, Marine Le Pen qui a passé une partie de la campagne à prendre des photos avec ses chats, elle flattait des petits minous, puis les gens disaient, mais regardons ça, ça peut pas être le diable en personne, elle aime les chats, alors qu'on sait bien que le programme de Marine Le Pen, n'en déplaise à bas côté, par exemple, c'est un programme d'extrême droite qui est assumé, qui est là probablement pour rester d'ailleurs. Donc oui, l'image a cet impact-là, ça va de soi. Et puis, on peut considérer ça d'entrée de jeu là, comme étant encore plus inquiétant. Bon, on prend l'avion, Frédéric, on vient chez nous. Oui. Fiona qui a laissé des traces dans les provinces atlantiques et aux îles de la Madeleine. Et François Legault qui a même promis 100 millions de dollars pour prévenir les dommages causés par l'érosion. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur, toujours vraiment la préoccupation pour les changements climatiques. Comment est-ce qu'on doit accueillir cette nouvelle de François Legault? Moi, la question que je poserais à tout le monde, c'est que ça va prendre quoi de plus, au fait, là? Qu'est-ce qui est nécessaire pour que le cerveau humain, puis là, je parle pas seulement des Québécois, pour que le cerveau humain allume. Il y a des ouvrages, des études très intéressantes, notamment une psychologue qui s'appelle Marie-Ève Coton, qui a démontré que le cerveau humain n'est pas prêt à aborder la possibilité des changements climatiques tant et aussi longtemps que ça demeure abstrait. Or, là, on le voit avec les îles, on n'est pas dans l'abstrait, on commence à nager dans le concret. La revue Science nous a dit il y a 2 semaines qu'il y a 5 points de bascule que l'humanité est sur le bord de se taper. Par définition, un point de bascule, quand tu le tapes, tu ne reviens plus derrière. Donc, on est sur cette pente glissante. Et ça, c'est le même gouvernement qui vient de promettre 100 millions qui nous a dit, par la voix de Bernard Drinville, lâchez-moi avec les GES, arrêtez de nous écœurer avec ça. Il va en avoir un troisième lien, même si on n'a pas d'études qui démontrent sa viabilité écologique. Alors, si on veut aller dans cette direction-là, allons-y. De toute façon, on est déjà bien parti. Puis pour le reste, est-ce qu'on va commencer à financer des trucs sur l'érosion, sur ci, sur ça? Moi, je trouve ça dommage parce qu'on aurait peut-être pu prendre cet argent-là, puis là, je parle pas seulement de 100 millions, mais de sommes supplémentaires aussi, pour peut-être empêcher, réduire nos GS. Peut-être que ça aiderait bien davantage. Mais ça soulève des questions. Est-ce que les gouvernements devraient peut-être avoir désormais des fonds exclusivement dédiés aux conséquences des changements climatiques? La réponse est la suivante, Frédéric. Ils n'auront tout simplement pas le choix. C'est le début. Puis la raid, là, la randonnée va être absolument épique. Disons ça comme ça. Alors voilà, on a un autre aperçu, un autre ouragan qui se prépare, qui va déferler sur les côtes de la Floride. Déjà, les réseaux en continu nous diffusent des images avec l'arrivée prochaine de l'ouragan Ian. Frédéric Bérard, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine pour une autre ride ensemble. Avec grand plaisir. Épique, celle-là aussi, s'il vous plaît. Toujours. Au revoir. 8h25 presque.